Je vais rappeler l'ordre du jour de ce webinaire. Donc, tout d'abord, les interventions de Benoît Sérieux de la CGSS, donc de M. Galis et Mme Soupaya Virama, sur les interventions, avec des interventions sur les thèmes suivants, donc les arrêts de travail dérogatoires, tant sur la partie déclaration, indemnisation, contrôle, la partie charges sociales et les étalements, voire les exonérations à venir, le fonds de solidarité, donc ASSTI et aide réservée aux artisans commerçants. Décryptage donc du dernier décret concernant le tracing des personnes qui seraient donc contaminées par le virus. C'est une séquence qui devrait nous amener à peu près jusqu'à 15h30. Et ensuite, nous aurons l'intervention de Philippe Maillard, qui est le président de la commission sociale du MEDEF et qui nous parlera de la prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat, la décision unilatérale et les accords d'entreprise, ainsi que les adaptations de distribution et du Covid-19. Et puis ensuite, l'intervention de Pauline Klein, qui est consultante RH, responsable du service social de CIOI, qui est diplômée d'un master donc, de juriste en droit social et du CAPA, sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques qui est prévu par l'article R4121-1 du Code du travail. Monsieur Sérieux, je vais vous laisser la parole pour ouvrir cette séquence CGSS. A priori, il n'y a pas de PowerPoint, donc je suppose que vous ferez un mot d'ouverture. Et puis ensuite, les questions de nos participants à ce webinaire. Soit vous souhaitez prendre la parole pour ceux qui le souhaitent, soit pensez à utiliser le chat pour ceux qui sont arrivés par l'applicatif. En haut à droite, vous avez 3 icônes. Une icône avec 2 petits personnages l'un dans l'autre qui vous donne le nombre de personnes connectées à cet instant. À côté, une petite bulle qui est le chat qui vous permet donc d'écrire dans le bas de la fenêtre un message qui peut être effectivement une question que je relayerai à ce moment-là aux intervenants tout au long de ce webinaire. Monsieur Sérieux, je vais vous laisser la parole. Merci, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Bon, merci, c'est parfait. Merci de votre invitation pour ce webinaire. Donc, je suis accompagné donc, de Jérôme Galis, qui travaille dans le secteur du recouvrement des cotisations, et de Madame Soupaya Virama, qui travaille dans le secteur d'activité, notamment tout ce qui est arrêt de travail. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous. Alors, nous, on est en audio, tous les trois, donc on n'aura pas les questions en direct sur le chat. Autrement dit, il faudra nous les relayer par oral pour qu'on puisse y répondre. Voilà pour la question logistique. Alors, comme chacun le sait, la CGSS est mobilisée depuis le début de cette crise. Je vais dire quelques mots, puis après on passera à l'aspect très pratique. Sur le plan économique, notamment, la continuité de l'activité a été assurée. En particulier, pour nous, ce qui était important, c'était le paiement des prestations, des aides aux hôpitaux, des pensions. La CGSS verse en moyenne à peu près 7 millions d'euros de prestations par jour. Et c'est évidemment fondamental pour l'ensemble du secteur économique de l'île que ces paiements puissent effectuer. Alors, sur le champ économique, la CGSS a déployé un certain nombre de mesures. D'abord, et c'est ce qui vous intéresse, des mesures à destination des entreprises. Notamment, le premier volet, c'est tout ce qui est report de cotisation. La CGSS a reporté plus de 100 millions d'euros de cotisations depuis le début de cette crise pour le régime général, pour à peu près 12 000 entreprises et près de 12 millions d'euros pour les indépendants. Premier grand volet, les reports. Deuxième volet, les aides du Conseil de la protection sociale et travailleurs indépendants, je pense qu'on y reviendra. Dans le cadre du Covid, presque 5 millions d'euros ont été versés déjà pour 6 000 travailleurs indépendants et il reste à peu près 4,5 millions à 4,8 millions d'euros pour, là encore, 6 000 travailleurs indépendants. Le troisième volet, ce sont les aides spécifiques pour les travailleurs indépendants, là encore, un peu plus de 100 000 euros pour un certain nombre de dossiers. Nous avons eu un quatrième volet sur le champ économique qui vient de sortir. C'est la possibilité de subventionner au titre de l'assurance maladie les équipements pour les risques professionnels dans le cadre du Covid. J'y reviendrai si vous avez des questions. Et enfin, le deuxième grand pan de ces mesures, c'est les mesures à destination de la sphère sanitaire. J'entends par là 3 choses principalement. Les compensations financières pour les professionnels de santé en cas de perte d'activité.
on a versé près de 5 millions d'euros pour 1300 professionnels de santé. Deuxième gros volet, les avances de trésorerie aux établissements de santé. Plus de 40 millions d'avances de trésorerie pour 16 établissements depuis le début de cette crise, dont 40% ont déjà été récupérés. Et enfin, des aides exceptionnelles pour les transporteurs sanitaires, près de 800 000 euros pour un peu plus de 200 transporteurs. Voilà, donc ça, c'est les mesures qui existent déjà. Alors, je vais maintenant m'appesantir quelques instants, peut-être en changeant un peu l'ordre, Monsieur Fauchard, si ça ne vous dérange pas, en commençant par les charges sociales, étalement, exonération à venir, c'est le point 2 dans votre sujet. Donc, l'ACOS, qui est notre organisme centralisateur dans les URSSAF, donc en CGSS, en lien avec le ministre de l'Action et des Comptes Publics, M. Darmanin, a fait clairement le choix d'avancer échéance par échéance depuis le début de cette crise, sur le plan des reports notamment. C'est un choix politique qui rend les choses un peu compliquées et pas forcément très lisibles. La raison, on a eu l'occasion d'en parler, elle est liée au fait qu'il y avait un besoin de rentrée de cotisation pour les entreprises qui le pouvaient, parce que, comme chacun le sait, ce sont les cotisations qui assurent le financement de notre système de protection sociale. Et je vous donne à ce titre-là un exemple. L'ACOS a dû emprunter pour payer l'échéance retraite du 9 mai, de même que l'ARCO-Agir qui a dû également emprunter pour payer son échéance de mai des retraites complémentaires. Donc, il y a des difficultés de trésorerie, y compris dans le secteur social. Et puis, il y a des entreprises, alors il n'y en a pas beaucoup, hein, mais qui ne sont pas ou peu impactées par la crise. Et donc, c'est aussi normal que dans ce contexte-là, elles puissent régler leurs cotisations. Alors, donc, par rapport à ça, la question des exonérations, alors je suis assez content qu'on parle d'exonération et pas d'annulation, parce que c'est vrai que depuis quelques jours, c'est plutôt vraiment le terme exonération qui est employé. Ce qui signifie, la différence, c'est qu'exonération peuvent bénéficier, y compris à ceux qui ont payé, rétroactivement, alors qu'annulation, on est plutôt sur l'annulation de dettes. Il y a eu pas mal d'annonces ministérielles sur ces idées d'exonération. Très concrètement, on attend des précisions que nous n'avons pas. Il y a des annonces dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration. Donc je dirais que c'est un élément qui est à suivre de près, mais aujourd'hui on n'a pas beaucoup de précisions. Et puis sur le volet étalement, alors là il y a une position intéressante qui est prise pour les travailleurs indépendants, chacun la connaissait, c'était un lissage systématique en cas de report des cotisations jusqu'à la fin de l'année et en sortie de crise un délai automatique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'achemine pour le régime général sur un système à peu près identique qui consistera en sortie de crise à reprendre l'intégralité des cotisations reportées, à les transformer en échéanciers sur un délai qui pourrait être assez long, qui n'est pas encore calé, mais qui va se préciser. Voilà pour quelques mots d'introduction générale. Je vais peut-être passer la parole à Monsieur Galis. Alors, soit il y a des questions, soit pour peut-être revenir en quelques mots sur les étalements. Donc, bonjour. Au niveau des étalements, effectivement, jusqu'à maintenant, il y avait effectivement le mot de report qui était utilisé sur les mois de mars, avril et mai. Donc, on s'est arrêté au mois de mai, effectivement. Donc, il y avait un report de 3 mois automatique. Mais la déclaration devait quand même nous parvenir. Donc, la DSN devait être faite par l'entreprise et il y avait un report automatique sur 3 mois. Donc, pour l'instant, les demandes de report de délai, on a répondu, on a envoyé un courrier à chaque entreprise pour leur dire d'attendre un petit peu, qu'on puisse avoir un peu plus d'informations à leur sortie de crise pour qu'on puisse reprendre effectivement, réétudier leurs demandes de délai ou de report. Donc voilà en ce qui concerne le régime général. Si vous avez des questions sur ce sujet, sur cette partie. Non, pas de questions. En fait, les reports ont été faits quasiment automatiquement par les comptables. Donc, dans certains cas, enfin, ce qui nous concerne, par exemple, au mois de mars, on a bien réglé
des cotisations. Maintenant, quid de la suite de ce que disait votre interlocuteur précédent, si on va vers une annulation des cotisations. Et d'ailleurs, de quelles cotisations on parle? On attend effectivement plus de précision. Déjà, on ne parle plus d'annulation, mais d'exonération. Donc, effectivement, mais on attend un peu plus de précision là-dessus. Effectivement, est-ce que ça concerne uniquement les cotisations patronales? Je crois que ça a été dit que ça concerne uniquement les cotisations patronales et non pas la part salariale. Donc, on attend un peu plus de précision sur ce sujet pour qu'on puisse communiquer là-dessus ultérieurement. Pour l'instant, à ce jour, on n'a pas plus de précision et on attend un petit peu plus d'informations là-dessus. Monsieur Galis, j'ai une question pour vous, Didier Fauchard. J'ai une question pour vous sur le sujet. Donc, on a parlé des annonces, en tous les cas ministérielles, ont fait état effectivement d'une exonération de charges sociales donc du mois de mars au mois de juin sur les secteurs du tourisme en particulier, et éventuellement pour les TPE, donc de moins de 11 salariés. Les entreprises du tourisme ont, elles, pratiquement été fermées administrativement puisque, recevant du public, elles ne pouvaient pas continuer leur activité, ce qui a été le cas effectivement de beaucoup d'autres activités. Et donc, dans ce cadre-là, les salariés de ces secteurs, de ces entreprises ont été mis au chômage partiel. Or, sur le chômage partiel aujourd'hui, la seule cotisation qui existe est celle de la CSG-CRDS sur les revenus de remplacement. Et il n'y a plus du tout de charges sociales sur la partie activité partielle. Donc, j'ai du mal à comprendre en fait l'annonce gouvernementale sur à la fois une exonération de charges patronales, ça a été précisé par le Premier ministre Édouard Philippe, alors même que quand on est en chômage partiel, il n'y a pas de cotisation. Est-ce que vous pourriez m'éclairer ou nous éclairer sur ce point? Oui, effectivement, le chômage partiel, je confirme, effectivement, est soumis uniquement à la CSG à 6,20% et à la CRDS à 0,50%. Je crois que le président de la République au départ avait indiqué qu'il demandait aux entreprises d'essayer de maintenir au maximum les salaires des salariés. Donc, il se peut qu'il y ait des entreprises effectivement qui ont dû verser des salaires à leurs salariés et sans recourir peut-être au chômage partiel. Donc là, vous citez l'exemple du tourisme. Oui, ils ont été impactés, mais il y a des secteurs peut-être, comme disait M. Sérieux tout à l'heure, qui n'ont pas été impactés par cette crise et qui donc versent leurs cotisations normalement. Donc il y a une partie effectivement où il n'y aura pas de cotisation à déclarer, à payer, mais il y a une partie des entreprises où elles doivent des cotisations par rapport à la déclaration de mars et jusqu'à juin en fait. Donc voilà, donc il y a une partie, le chômage partiel n'est pas soumis à cotisation, oui, mais il reste aussi, on a reçu beaucoup de DSN avec des déclarations et des cotisations à payer. Donc pour ces entreprises-là, il y a une possibilité effectivement d'exonération des cotisations patronales. Thierry Prangère de nouveau. Vous confirmez bien, dans le cadre d'ailleurs de l'activité partielle, quand on a maintenu le salaire à 100% du salarié, qui donc de mémoire touche 70% du brut, donc 84% du net, sur la partie différentielle, il y a bien aussi une exonération des charges. La partie différentielle, pour moi, c'est pas il n'y a pas d'exonération en fait, c'est soumis à cotisation, puisque c'est le complément de salaire que vous versez par rapport au chômage partiel qui vous est versé par l'État. Donc cette partie, l'entreprise décide de maintenir à 100% le salaire. Donc le différentiel entre le chômage partiel et le salaire à 100% est soumis à cotisation. C'est pas ce que j'ai lu dans les textes, mais je suis heureux de l'entendre. Je vais rouvrir mon micro. Oui, effectivement, M. Galis, sur cette partie d'activité partielle, effectivement, le gouvernement a appelé pour certaines entreprises à maintenir non pas 70% de brut, c'est-à-dire environ 84% du salaire net, mais dans la mesure du possible de maintenir jusqu'au maximum, donc 100% du salaire net. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a
on a bien effectivement une exonération sur ce complément d'activité partielle. Par contre, effectivement, les salaires qui ne relèvent pas d'activité partielle sont bien effectivement assujettis à cotisation. D'accord. Ok, mais je vais vérifier, il n'y a pas de souci. Je reprends la parole, Didier. Qu'en est-il des cotisations des mandataires sociaux, que ce soit en SAS ou en SARL pour les TNS, notamment concernant l'exonération des cotisations futures, si on a les décrets ou les ordonnances là-dessus? On n'a pas plus de précision. Les mandataires sociaux, effectivement, sont considérés comme salariés pour la sécurité sociale, mais on n'a pas plus de précision pour les mandataires sociaux. Je ne pourrais pas vous dire plus d'infos pour le moment là-dessus. C'est vrai, Benoît Serriot, c'est vrai qu'on entend, enfin moi j'ai entendu, alors j'ai pas de confirmation, hein, mais qu'il y aurait effectivement inclus dans ce dispositif la problématique des mandataires sociaux. Mais comme on vous le disait tout à l'heure, bon, au-delà des annonces ministérielles, on attend maintenant des précisions un peu plus concrètes pour avoir le détail du dispositif et pour savoir comment il va pouvoir se mettre en œuvre. Je vais revenir, si vous permettez, sur ce lissage effectivement des cotisations du régime 200, comme le lissage qui s'est passé sur les indépendants. Donc les sommes qui n'ont pas été versées vont faire l'objet d'un échéancier. Côté indépendant, aujourd'hui, le lissage s'est fait automatiquement sur les échéances à venir, donc sans aucune intervention de la part du chef d'entreprise relevant des indépendants. Qu'en sera-t-il de ce mode d'échéancier pour les employeurs, pour les salariés donc? Est-ce que là aussi, ça va être un échéancier automatique proposé ou est-ce que ça supposera une démarche active de la part du chef d'entreprise? Alors, l'idée, c'est que ce soit la même chose, que ce soit un lissage automatique. C'est vraiment ça la solution technique qui est recherchée par l'ACOS, hein, donc je pense qu'ils vont y parvenir. Ils ont réussi à le faire pour les TI, il n'y a pas de raison. Hein, donc vraiment, l'idée, c'est qu'on ait le même style de dispositif, à savoir que le chef d'entreprise n'a rien à faire de particulier. À la fin de la période de crise, on prend l'ensemble des cotisations reportées, on les transforme en un échéancier dont le nombre d'échéances, c'est ça qui sera effectivement à préciser, sans qu'il y ait d'action ou de manœuvre particulière à faire, sauf si, bien entendu, l'entreprise se trouve dans une situation critique ou quelque chose comme ça. D'accord. Et donc cet échéancier concernera à la fois les charges patronales et les charges sociales, et les charges salariales, pardon. Alors là, je ne vais pas m'avancer à vous dire oui ou à vous dire non, parce que les annonces gouvernementales, c'est une chose, et la mise en œuvre, parfois, c'est un peu autre chose. Donc, très franchement, je ne peux pas vous répondre là. Excusez-moi, j'ai une petite question. On est bien d'accord que ça ne concernera que les cotisations dues à la crise, c'est-à-dire sur la période mars à juin. Ça ne prendra pas l'antériorité. Oui, vous avez raison. On n'a peut-être pas dit assez clairement, mais il s'agit des cotisations qui ont été générées pendant la période de la crise. Et là, on parle notamment soit des entreprises qui n'avaient pas d'autorisation d'exercer et qui ont dû complètement fermer, soit qui ont subi des difficultés liées à cette crise. Là, on parle que de cette partie de cotisation depuis le mois de mars, en effet. Il y a également la situation des entreprises qui n'étaient pas à jour avant la période de crise. Là, ce sera traité autrement, hein, puisque ce qui concerne le projet d'exonération, ça ne concerne que les cotisations de la période, c'est-à-dire mars à juin. Alors, quand vous précisez mars, c'est les cotisations de février payables au 15 mars ou les cotisations de mars payables au 15 avril? Vous parlez en termes de période de... Oui, excusez-moi. Ce sont les cotisations de février exigibles au 15 mars, puisque c'est l'exigibilité du 15 mars qui a été reportée, qui a commencé à être reportée. L'exigibilité du 5 mars, non, mais l'exigibilité du 15 mars a commencé à être reportée. D'accord. Pour les entreprises qui sont au trimestre, donc la première exigibilité était au 15 avril,
du coup, le report s'applique aussi de 3 mois au 15 juillet. On est sur le même fonctionnement, qu'on soit en trimestre ou en mensuel. Oui, généralement maintenant les entreprises sont toujours en mensuel. La plupart des entreprises sont mensualisées. Mais oui, ça concerne aussi le trimestriel. Les quelques entreprises qui payent trimestriellement, oui, il y a un report de 3 mois aussi. Merci. D'autres questions sur ce sujet de charges sociales? Oui. Alors, j'en ai une petite dernière. Une petite dernière. Il y en a deux en même temps, donc honneur aux dames. Tout à fait. Merci, c'est gentil. Merci. Le report des 3 mois s'applique 15 mars, 15 avril, 15 mai pour l'instant? Ou est-ce que vous savez déjà si ça va continuer 15 juin, 15 juillet? Non, non, non. On s'arrête au mois de mai pour le moment. Donc, on a l'info. Toutes les cotisations exigibles au mois de mai sont reportées. Pour l'instant, on a cette info. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. C'est un souhait vraiment du ministre de ne pas vouloir communiquer par anticipation sur les échéances qui ne sont pas encore exigibles pour, en quelque sorte, éviter que ceux qui seraient en possibilité de verser les cotisations ne les versent pas. Voilà, c'est vraiment une question politique. Alors justement, c'était mon deuxième point. Si on peut verser les cotisations, comment on fait? Parce que du coup, si vous appliquez le report automatique, en fait, on fait... Non, non. En fait, sur le... C'est pas du tout comme les travailleurs indépendants. En fait, sur la déclaration, la DSN est faite chaque mois. On a demandé aux entreprises d'effectuer leur déclaration, mais de moduler leur paiement. Donc, soit un paiement total, partiel ou pas du tout de paiement. Donc là, vous avez dû faire la déclaration de chaque mois. Donc, vous avez la possibilité de faire des virements, de payer ce que vous voulez effectivement sur ces cotisations. Le débit est bien au compte de chaque entreprise sur chaque mois pour le moment. Donc, on ne réclame rien du tout, effectivement, pour le moment, mais les débits sont bien positionnés sur les comptes cotisants qu'on a dans nos fichiers. Donc, vous pouvez effectivement faire des virements pour payer ces cotisations si vous le souhaitez. Ok, parce que nous, on avait activé les télépaiements et en fait, on n'a pas été prélevé. C'est pour ça que je pose la question. Du coup, j'hésite à faire le virement en me disant, est-ce que le télépaiement ne va pas arriver à un moment donné? Enfin, je suis un peu perdue là-dessus. Si vous avez activé le télépaiement, si vous avez activé le télépaiement, normalement, le paiement doit nous parvenir. Donc, il y a dû avoir un virement qui doit être fait de votre compte sur notre compte bancaire. Donc, s'il y a dû y avoir un bug ou quelque chose qui a dû bloquer votre télépaiement, parce on reçoit régulièrement des paiements, des télépaiements. Hein, donc, il n'y a pas de souci pour nous de ce côté-là, normalement. Donc, n'hésitez pas à faire votre virement si vous le souhaitez maintenant par virement. Payez vos cotisations par virement. Merci. Il y avait une autre question. Non, apparemment, plus de questions aussi sur le chat. Ah ben voilà, je vois un micro. Vous avez déjà répondu, notamment sur la période qui suit, puisque certaines activités, notamment la nôtre dans le tourisme, pour l'instant, le chiffre d'affaires reste zéro, restera zéro en juin si on reste comme ça. Donc, on attendra les prochaines dispositions, j'imagine, pour des secteurs d'activité où l'activité, même si elle n'est pas, si on a la possibilité d'ouvrir, on n'a aucune possibilité de faire le chiffre d'affaires. Oui, c'est ça, en fait. Je pense qu'on aura des précisions dans le courant du mois. Je ne peux pas vous dire exactement à quelle date, mais la volonté ministérielle, c'est vraiment de communiquer sur ce sujet au fur et à mesure des échéances. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais bon, tout le monde a bien compris que l'échéance du 15 juin serait probablement traitée de la même manière que celle du 15 mai. Hein. Peut-être s'il n'y a plus de questions, Monsieur Pochard, si vous êtes d'accord, j'embraye sur le fonds de solidarité de la SSTI.
Oui, tout à fait. Il y a pas d'autres questions ni sur le chat, ni de personnes qui souhaitent prendre la parole. Très bien, donc je laisse la parole à Jérôme Galis sur ce point, donc l'action sociale des travailleurs indépendants, artisans, commerçants et la complémentarité avec le Fonds de solidarité. Alors, au niveau de la SSTI, effectivement, l'URSSAF, la CGSS intervient pour le versement de cette aide. En fait, ce qu'on a demandé effectivement aux cotisants qui pourraient bénéficier de cette aide, de d'abord demander le fonds de solidarité versé par la DGFiP, puisque si l'entreprise, le chef d'entreprise a pu bénéficier de cette aide versée par les impôts, la DGFiP, elle n'ouvre pas droit à l'aide de la SSTI, en fait, au FASTI, versée par la CGSS. Donc il y a un principe de subsidiarité entre ces deux aides, le Fonds de solidarité et la SSTI. Concernant l'aide versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, cette aide, effectivement, est cumulable avec l'aide du Fonds de solidarité ou l'aide de la SSTI. Il n'y a pas de souci. Donc, cette aide a été versée déjà, il y a une première vague qui a été faite au mois de fin avril, le 27 avril, il y a un premier virement qui a été fait vers les cotisants pour lesquels on connaissait le RIB et l'adresse mail. Donc, il y a eu cette première aide qui a été versée. Il y a eu une vague 2 où on ne connaissait pas le RIB, mais on avait l'adresse mail du cotisant. Donc, un mail a été envoyé à toutes ces personnes pour leur dire d'aller renseigner leur RIB sur leur compte en ligne, donc Sécu indépendant. Donc, il fallait le faire avant le 13 mai et le virement devrait se faire dans les prochains jours. Et puis, il y a une vague 3 qui est en cours jusqu'à début juin où on doit contacter les personnes, tous les artisans commerçants qui sont sans RIB et sans mail, mais dont on a le numéro de téléphone. Donc, une opération est en cours pour essayer de contacter ces personnes et leur demander de créer leur compte en ligne sur Sécu indépendant et de saisir leur RIB. Donc, tout cela avant le 2 juin pour un paiement après début juin. Donc voilà, donc cette dernière vague est en cours. L'aide de la CPSTI, elle est comprise entre 30 € et 1 250 € maximum et correspond au montant de la cotisation de retraite complémentaire payée par l'artisan commerçant en 2018. Donc c'est le montant payé en 2018 par l'artisan commerçant sur la cotisation uniquement de retraite complémentaire. Si vous avez des questions. Oui, pas une question, mais une remarque. Mais c'est vrai que aujourd'hui, vous avez insisté particulièrement dans votre intervention tout au début. Cette aide de la SSTI, en fait, n'existe que dans la mesure où le Fonds national de solidarité n'est pas accessible effectivement par le chef d'entreprise. Ce n'est pas cumulable, quoi, apparemment. C'est ça? Elle n'est pas cumulable avec le Fonds de solidarité, effectivement. Donc, alors, sur le Fonds de solidarité, il y a deux volets. Donc, un volet 1, donc directement étudié par l'État, un volet 2 qui est étudié par la région mais payé par l'État, et ensuite un troisième volet qui est le fonds régional, cette fois-ci de solidarité, entièrement financé par la région. Est-ce que là, y a-t-il une incompatibilité entre effectivement cette indemnité à SSTI et ce fonds régional? Donc, pas le volet 2 du Fonds national, mais bien le fonds régional cette fois-ci. Écoutez, je ne crois pas. Alors là-dessus, c'est vrai que la volonté de l'aide TI, c'était de venir en quelque sorte en dernier filet de sécurité pour les indépendants qui n'auraient pas pu bénéficier des dispositifs que vous avez cités. Hein. Il me semble qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec le volet 3. C'est un point qu'on pourra vérifier, mais je pense que c'est un peu ce que vous vouliez dire, M. Fauchard. Il me semble qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec ce volet 3. D'accord, ok. Après, il faut comprendre que bon, sur l'aide du CPSTI, qu'évoquait M. Galis juste avant, le CPSTI a choisi en quelque sorte de rembourser la cotisation de retraite complémentaire 2018 en prenant sur les réserves de ce régime de retraite. Hein. C'est près d'1 milliard d'euros de réserves qui ont été en fait sortis pour rembourser cette cotisation-là. Et si mes souvenirs sont bons, si ma mémoire est bonne, la réserve de cette retraite complémentaire, elle est de 16 milliards d'euros, je me trompe ou pas? Oui, c'est ça, c'est entre 16 et 17, vous avez bonne mémoire. Donc voilà, après,
on comprend cette intervention, enfin là je fais une petite parenthèse un peu plus politique, mais c'était à l'aune de la réforme des retraites, où les professions qui avaient leur propre régime de retraite complémentaire imaginaient qu'à relatif court terme, ces régimes de retraite seraient intégrés, et donc imaginaient également que les réserves qui avaient été faites par les cotisants de ce régime-là seraient en quelque sorte versées dans un grand régime de retraite général. Donc là, évidemment, comme la situation politique a un peu changé, je pense qu'il faut le comprendre avec cette optique. Ok. Y a-t-il des questions sur le sujet SSTI? Alors, je n'ai pas de questions par le chat et a priori, je n'ai personne qui souhaite prendre la parole sur le sujet. Très bien, je vous propose peut-être qu'on passe à la partie arrêt de travail dérogatoire, tel que vous l'aviez demandé. Donc déclaration, indemnisation, contrôle. Alors peut-être Madame Christine Soupaya-Virama nous présente un petit peu le dispositif et puis après nous répondrons à vos questions. Alors bonjour à tous. Donc alors le dispositif, pour reprendre ce qu'il a été au début de crise, puisque à la date du 1er mai, il y a eu une évolution. Donc on va dire jusqu'au 30 avril, on avait en termes de possibilité d'arrêt dérogatoire, donc tout ce qui est garde d'enfants, donc soumis à déclaration de l'employeur sur le site déclare.amélie.fr. Il y avait également la possibilité d'arrêt pour les salariés vulnérables, les personnes fragiles. Donc là, c'était une déclaration individuelle de l'assuré qui allait aussi sur ce même site, déclare.amélie, faire sa déclaration, qui était ensuite visée par le service médical, donc validée ou pas. Mais et si c'était validé, donc il y avait l'édition d'un volet 3 d'avis d'arrêt de travail, volet 3 qui était transmis à l'assuré pour qu'il soit remis à son employeur. Donc pour ces arrêts, en fait, selon la manière dont ils ont été déclarés sur le site, ils ont eu la possibilité d'être renouvelés automatiquement jusqu'au 30 avril. Donc ça a été fait. Donc à partir du 30 avril, enfin à partir du 1er mai, ces arrêts dérogatoires donc pour les travailleurs salariés se sont arrêtés puisqu'on a basculé en fait dans le dispositif d'activité partielle. Donc sans démarche particulière pour tout ce qui est arrêt garde d'enfants de la part des salariés et pour les assurés fragiles, l'assurance maladie leur transmet ce qu'on appelle donc un certificat d'isolement qui informe ces salariés que leur arrêt s'arrête au 30 avril et qui doivent remettre ce certificat à leur employeur pour qu'ils puissent soit se voir proposer des solutions de télétravail ou d'autres modalités d'activité ou qu'ils soient placés en activité partielle. Donc voilà un petit peu pour rappeler en fait les principales modalités de ces dispositifs d'arrêt dérogatoire. Si vous avez des questions sur le... Alors, effectivement, je vais peut-être lancer le débat parce qu'il y a eu, lors d'un dernier webinaire, beaucoup de questions là-dessus, et en particulier sur la jonction du régime des arrêts de travail dérogatoires pour... Oui, Philippe, vas-y, je t'en prie. Oui, j'ai une question. Quid du coup de l'arrêt du salarié qui est fait par son médecin traitant et qui déclare que le salarié ne peut pas reprendre le travail? Là, on est sur un arrêt de travail classique, j'ai envie de dire. Si l'assuré présente un arrêt de travail de son médecin, l'assurance maladie, en tout cas du côté administratif, nous, on n'a pas d'informations sur le motif de l'arrêt. Donc, de notre côté, c'est traité comme un arrêt de travail classique. D'accord. Mais l'employeur peut, parce que là, on n'est plus du tout dans le cadre des... en fait, l'arrêt que moi j'ai vu. Là, on n'est pas dans le cadre des mesures dérogatoires. Voilà. Et du coup, c'est pris en charge dans les conditions classiques. On n'est plus du tout dans les 90% ou 50% qu'on a évoqués. On
n'est plus dans le cadre dérogatoire, c'est-à-dire où il n'y a pas, par exemple, d'application de la règle d'ouverture de droit, où on est indemnisé même sans ouverture de droit. Donc, quand on passe, voilà, quand on est hors champ dérogatoire, voilà, on est dans le cadre classique. Et les jours de carence, ça applique ou pas? Alors, depuis le 24 mars, pour tous les arrêts, hein, donc y compris les arrêts maladie classiques, il n'y a plus application effectivement du délai de carence. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Donc, Audrey Bonato pour le MEDEF. Au niveau des justificatifs par rapport à tout ce qui est arrêt de travail dérogatoire, notamment les personnes en isolement, etc., lorsque l'employeur reçoit, il me semble que c'est le volet 3, il n'a pas tous les éléments, notamment concernant le motif de l'arrêt de travail. Donc finalement, comment il sait de quelle manière ventiler en activité partielle ou pas? Alors, si l'assuré produit un volet 3, en fait, donc il est en arrêt de travail, jusqu'au 30 avril, le volet 3 va aller en fait à arrêt de travail pour le salarié. C'est à l'identique d'un volet 3 que vous auriez reçu classiquement, je veux dire. De toute façon, sur le volet 3, on n'a jamais l'indication du motif de l'arrêt. Donc, voilà. Et à partir donc, du 1er mai, on ne produit pas en fait de volet 3. Là, on produit en fait le certificat d'isolement. Donc là, vous savez que l'arrêt, en fait, personne fragile du salarié s'arrête. Et à ce moment-là, sans autre possibilité en fait d'activité pour ce salarié, il va falloir donc le placer en activité partielle. Donc ça veut dire que ça veut dire, pour compléter simplement cette question, ça veut dire qu'un salarié aujourd'hui qui aurait un arrêt de travail garde d'enfant, pour prendre l'exemple précis, qui courait du 26 mars jusqu'au 5 mai, ça veut dire effectivement que côté CGSS, vous allez prendre en charge du 26 mai dans mon exemple jusqu'au 30 avril et votre IGSS s'arrêtera là, pendant que l'employeur, lui, le déclarera du coup en activité partielle du 1er mai au 5 mai. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Sans démarche spécifique. Sans démarche spécifique du salarié, oui. Alors, je pense que le sans démarche spécifique, il était pour l'employeur. Il n'y a pas de démarche spécifique autre à faire pour l'employeur. C'est-à-dire pour l'employeur, il a déclaré l'arrêt de garde d'enfants sur le site Amélie Déclare. À partir de là, il a fait aussi l'attestation de salaire pour qu'on puisse indemniser l'arrêt. Mais en fait, à partir du 1er mai, il n'y a plus de démarche du salarié puisqu'en fait, il est basculé par son employeur en activité partielle. Et il ne peut pas reprendre. L'employeur, normalement, il a déclaré une date de début, une date de fin. Et si cette fin, elle est antérieure, elle est postérieure à l'arrêt de travail, à l'arrêt si elle est à l'activité partielle, on va dire, il va falloir qu'il modifie, non? Côté assurance maladie, en fait, nous, on a limité tous les arrêts au 30 avril. Ah, d'accord. D'accord, donc vous avez limité, donc il y aura l'employeur n'a rien à faire en fait. C'est ça, voilà, c'est pour ça qu'on a. Là, voilà, vous n'avez pas à faire de signalement de reprise, on va dire, anticipée, puisqu'on a limité en fait l'arrêt au 30 avril. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet d'arrêt de travail? Je n'ai a priori rien qui arrive par le chat. Et pas non plus. Oui. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Aziz Akbar Ali, j'ai un problème d'écran, donc j'ai récupéré par téléphone en fait. Je peux revenir sur un sujet ou pas?
Aziz, je t'en prie, vas-y. C'était sur l'aide A2STI en fait. Je voulais poser la question, c'est que est-ce que la FE, l'aide financière exceptionnelle du Covid, moi j'ai fait une demande, j'ai fait une demande au 31 mars et tout le dossier est complet et aujourd'hui j'ai toujours rien reçu alors que M. Sérieux, je crois, a indiqué qu'il y a eu plusieurs vagues qui ont été déjà faites. Je voulais savoir s'il y a vraiment j'ai même pas reçu un mail comme quoi qu'ils ont bien réceptionné ma demande. Et je voulais savoir s'il y avait peut-être des bugs ou il y a eu beaucoup de demandes. Est-ce que c'est normal? Merci. Vous parlez de l'aide de l'ASSTI, c'est ça, l'ASSTI, et non pas le virement de la CPSTI. D'accord. Oui, on est en train d'étudier, on a reçu beaucoup effectivement de demandes d'aide. La première chose, est-ce que vous avez déjà eu le fonds de solidarité? Vous avez perçu le fonds de solidarité auprès des impôts? Vous avez fait une demande déjà auprès de chez eux? Effectivement, donc j'ai été éligible au volet 1. Donc ça a été avec beaucoup de retard, mais bon, on a pu l'avoir sur le mois de mars et sur le mois d'avril. Donc en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est l'aide de l'ASSTI n'est pas cumulable avec le fonds de solidarité versé par la DGFiP. Donc si vous avez déjà eu l'aide de la DGFiP, on vous répondra très rapidement que vous n'ouvrez pas droit, vous n'êtes pas éligible à la SSTI. D'accord. Merci pour la réponse. Il n'y a a priori pas d'autres questions. A priori, non, pas d'autres questions. Très bien, je vous propose dans ces cas-là, Benoît Sérieux qui reprend la parole, peut-être d'aborder le dernier point que vous souhaitiez analyser sur le décryptage, vous l'avez évoqué comme ça, décryptage du tracing des personnes non identifiées, non contactées. Donc je vous fais peut-être un point là-dessus, donc ce qu'on appelle nous le contact tracing. Chacun a pu effectivement entendre parler de ce dispositif-là depuis le discours du Premier ministre devant les assemblées. Il s'agit d'un dispositif dans lequel l'assurance maladie et donc localement la CGSS est un acteur important. Concrètement, ce dispositif consiste, une fois qu'un cas positif est détecté Covid, à aller rechercher les cas contacts, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont été au contact de la personne qui est atteinte du Covid. Un cas contact, c'est une personne que dans les 48 heures précédant le dépistage, avec laquelle vous avez été en contact de plus de 15 minutes, une distance de moins d'1 mètre, dans un environnement confiné. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'essayer de limiter la propagation du virus, une fois qu'on connaît les personnes qui sont atteintes, en recensant les personnes qui les ont contactées, qui ont été au contact rapproché, de manière à pouvoir, en quelque sorte, isoler ces personnes, les tester et voir si on peut limiter la propagation en évitant qu'elles-mêmes puissent transmettre le virus à d'autres personnes. Donc ça, c'est l'idée générale. Dans la pratique, ce sont bien les médecins traitants. On partage depuis le début de cette semaine un outil avec les médecins traitants et l'ARS. Les médecins traitants, une fois qu'ils ont détecté un cas positif parmi leurs patients, le rentrent dans une base de données et avec l'accord du malade, l'assurance maladie va rechercher tous les cas contacts, c'est-à-dire va prendre, pour faire simple, contact par téléphone avec la liste des personnes qu'aura donné le malade, de manière à les avertir du fait que l'un de leurs proches ou l'une de leurs connaissances est positive au Covid et de leur demander de bien vouloir respecter un protocole à la fois d'isolement et de dépistage. Voilà.
C'est ça le principe. Pour ça, évidemment, ça demande des moyens humains assez phénoménaux, hein, puisque l'assurance maladie va mettre 3000 collaborateurs au démarrage et possiblement jusqu'à 5000. On estime que pour un cas positif, il y a 20 cas contacts. Donc, chaque cas nouveau engendre une recherche auprès de 20 personnes. Donc, ça, c'était les chiffres de départ. Ils ont l'air d'être un peu moins nombreux, finalement. À l'expérience, ce serait un peu moins que 20. Donc, concrètement, sur le territoire de La Réunion, la CGSS s'est organisée. Cette plateforme est opérationnelle. Elle a démarré mercredi. Voilà, donc elle va fonctionner tous les jours de 7h à 18h, y compris le samedi et le dimanche, puisque l'objectif dans cette situation, c'est d'aller très vite. C'est immédiatement de repérer les personnes qui ont été en contact pour qu'elles-mêmes se confinent et ne propagent pas à leur insu le virus. Alors, il y a eu différents sujets plus ou moins polémiques autour de cette plateforme. D'abord sur sa création, ça a été validé dans la loi. Ensuite, sur sa capacité à prendre contact avec des personnes qui auraient été signalées par le cas positif. Donc, ça, c'est la fameuse décision du Conseil constitutionnel du début de semaine. À la suite de cette décision, le système a été un peu adapté. Donc, il faut bien l'accord de la personne qui est positive pour contacter l'ensemble des potentiels cas contacts. Voilà. Et enfin, il y avait un dernier sujet de polémique ici ou là, peut-être il a un peu rebondi localement, sur la transmission de données individuelles, médicales. Donc il s'agit pour ça de personnel de la CGSS exclusivement. Donc c'est des personnes qui ont déjà des habilitations pour traiter les situations des assurés sociaux de La Réunion. Hein, donc il n'y a pas de difficulté sur le fait que ce soit des salariés de la CGSS qui opèrent ce recensement. C'est des personnes qui sont évidemment soumises au secret professionnel, qui ont toute la capacité, la compétence et la discrétion nécessaires. Voilà. Donc il y a eu un peu ces polémiques, ça démarre. Alors vous voyez, premier niveau, les médecins traitants. Deuxième niveau, la plateforme assurance maladie. C'est une plateforme avec des appels sortants, mais on pourra aussi faire des appels entrants. Par exemple, le lendemain, vous aviez oublié, vous aviez croisé une personne. Ça peut très bien arriver. Il faut que vous puissiez à nouveau le signaler. Et le troisième niveau de ce dispositif, il va concerner les établissements pour lesquels c'est l'ARS qui gérera les cas positifs au sein d'établissements, les EHPAD, les établissements hospitaliers et éventuellement les structures de plus grande envergure, comme par exemple les entreprises. Voilà rapidement présenter le dispositif. Est-ce que vous avez des questions? Oui, pour ma part, une question effectivement. Donc, si je suis bien ce décret, donc quelqu'un contaminé présentant des symptômes va se rendre chez son médecin va faire un test, va détecter, va confirmer au travers du test, c'est-à-dire qu'il soit PCR ou sérologique, qu'il est effectivement contaminé, ce qui va permettre de le déclarer sur le système d'information, vous le disiez tout à l'heure, de l'assurance maladie et de l'ARS, qui va permettre d'avoir au travers de la brigade qui va être mise en place, de faire le tracing effectivement de tous les contacts qui ont pu effectivement le fréquenter au moins supérieur à 15 minutes pour pouvoir les tester. Il existe aujourd'hui, alors c'est pas votre ressort, mais plutôt l'analyse que vous pouvez avoir. Il existe aujourd'hui en fait des applications, soit d'État, soit à titre privé, sur ce qu'on a appelé le tracking ou le contact tracing. Stop Covid, je parle de l'application gouvernementale, a soulevé de nombre de débats sur le sujet. Dans le modèle qui est proposé au travers du décret, si je comprends bien, l'application de type tracing sur le smartphone n'aurait plus aucun intérêt, puisque l'info est remontée directement par le médecin sur le système centralisé ARS Assurance Maladie. Alors oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu, parce que c'était un petit peu haché la conversation, mais en fait, il s'agit d'autre chose, si j'ai compris votre remarque. Qu'effectivement, il y a des applications qui
qui sont en discussion pour leur utilisation de ce qu'on appelle plus tracking, c'est-à-dire utiliser les données d'un téléphone mobile pour repérer les croisements qui auraient pu être faits entre plusieurs personnes. Ça, c'est un dispositif qui n'a rien à voir. Peut-être que les termes sont un peu trop proches et ça sème un peu la confusion. Là, il s'agit plutôt de tracer les contacts. Alors, c'est un travail complètement artisanal, hein, c'est-à-dire humain, au sens où ce sont des personnes qui appellent une liste de noms que la personne contaminée a donné, a accepté de donner au moment où elle a été détectée positive. D'accord. Je vais revenir sur un petit sujet un petit peu en arrière, si vous permettez, sur la partie des questions qui ont surgi après les autres sujets. En ce qui concerne la CGSS, donc je suis formateur indépendant, j'ai pu régler mes cotisations et j'ai demandé la mise en place de la mensualisation ce mois-ci. En revanche, je n'arrive pas à déclarer ma DSI sur le site qui me dit que je n'en ai pas besoin. Est-ce que vous confirmez bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de déclaration DSI à faire cette année? Ça m'intrigue. Si, je confirme qu'il y a bien une déclaration DSI à faire cette année. La campagne est ouverte jusqu'à fin juin, jusqu'au 30 juin. Donc, si, il y a une déclaration, donc il doit y avoir un bug effectivement soit sur l'ordinateur de cette personne. Voilà, donc, mais s'il est bien formateur indépendant, il doit déclarer son revenu de l'année dernière. D'accord, donc on reste bien dans la même logique aujourd'hui, effectivement, d'avoir un paiement en mensualisation ou trimestriellement, et puis après une régularisation avec la DSI qui est saisie avec la régularisation immédiate, puisque maintenant, avec le système de 3 en 1, juste pour reconfirmer simplement cet aspect des choses, dès lors que la DSI des revenus de 2019 va être faite, l'ensemble des cotisations va être immédiatement régularisé en plus ou en moins en fonction des revenus de 2019, puisque le système 3 en 1 a été mis en place dès 2019. Je confirme effectivement tout cela. Oui, il y aura bien une régularisation immédiate. Lorsque le revenu sera transmis dans notre base, il y aura une régularisation immédiate des cotisations 2019 par rapport au revenu 2019 qui a été fourni, plus un ajustement provisionnel des cotisations 2020. Donc c'est bien le 3 en 1 qui s'applique immédiatement lorsque le revenu 2019 est enregistré dans nos fichiers. Merci beaucoup. Juste sur l'application tracing, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, juste là aussi pour reconfirmer, ne seront contactées en fait que les personnes identifiées par le cas 0, appelons-le comme ça si vous permettez pendant encore quelques secondes, qui a été voir son médecin traitant. Ça veut dire que dans ce modèle de tracing, si une personne qui présente des symptômes qui a été testée positif n'indique pas les personnes à qui il a pu être en contact, en fait, on n'arrivera pas à remonter sur ces personnes puisque c'est sur la base du volontariat, c'est bien ça, hein? Oui, c'est exactement ça. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans la partie, c'est un système à la fois artisanal et complètement humain, c'est-à-dire qu'il faut à la fois l'avis, l'accord, on va dire, du cas 0, comme vous l'appelez, et puis on sait tous très bien qu'il peut y avoir des omissions volontaires ou involontaires, hein. C'est-à-dire que se souvenir par le détail des personnes qu'on a pu croiser dans les 48 dernières heures, je pense que c'est un exercice auquel on n'est pas forcément habitué. Donc, bien sûr, il y a des personnes qui vont, entre guillemets, passer au travers des mailles du filet, mais l'idée, c'est quand même de détecter un maximum de cas contacts et surtout de les prévenir du fait qu'elles ont été en contact avec ce cas 0 et qu'elles peuvent potentiellement avoir été éventuellement contaminées. Donc, il n'y a pas d'exhaustivité, voilà, c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire à ce stade. La recherche, évidemment, hein, mais... Si on admet effectivement pour l'instant la position aujourd'hui des médecins sur le sujet, c'est que la contamination, normalement, elle peut se faire dès lors que le contact a été supérieur au quart d'heure. Pour l'instant, sur
sur la documentation, je dirais, scientifique sur le sujet. Les personnes rencontrées au hasard d'une déambulation dans la rue, a priori, à l'intérieur d'un quart d'heure, ne devraient pas être contaminées. Oui, alors effectivement, nous appliquons le dispositif en lien avec les préconisations médicales de tous les experts scientifiques, hein, évidemment. Donc, moi, je ne suis pas capable de dire si c'est 14 minutes ou 16 minutes. Je me contente d'appliquer ce que disent les scientifiques et les spécialistes sur le sujet. Alors, il faut aussi imaginer que cette doctrine n'est pas forcément figée, hein, parce que plus on va avancer dans la connaissance du virus et plus on va être fin dans la connaissance qu'on aura de sa façon de se propager ou pas. Voilà, plus on avancera, plus on aura de situations précises. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions sur les 4 sujets, du coup, puisque on arrive en fait pratiquement à la fin des 4 points sur lesquels on vous avait demandé d'intervenir. Y a-t-il des questions sur les 4 points? Sur le chat, je n'ai pas de questions. Didier, juste une petite question sur le tracing. Il n'y avait pas une application locale réunionnaise qui avait fait jour ou qui avait été mise en place, non? Il me semble que j'avais vu ça sur LinkedIn. Il y avait une société qui avait essayé de créer cette appli en fait tracing. Oui, tout à fait. De ce que j'ai compris, hein, parce que je n'ai pas suivi tout le dossier. J'avais vu la photo avec Pascal Théoquine, Philippe Marquet, pardon. Il semblerait, hein, mais là je m'avance un peu dans ma réponse, il semblerait effectivement que l'application Stop Covid ayant soulevé déjà pas mal de questions de la part des parlementaires, qu'ils soient députés ou qu'ils soient sénateurs, le Premier ministre, lors de sa dernière intervention, d'ailleurs, avait dit « Je ne traiterai pas cette question aujourd'hui, je soumettrai ça à un vote ». Il était prévu pour le 25 mai, j'en ai plus entendu parler sur Stop Covid et je suppose du coup sur l'ensemble des applications effectivement qui pourraient être publiées même par des sociétés privées. Mais je n'ai pas plus d'éléments que ça sur le sujet à cet instant. D'accord, merci. Alors, oui, je crois qu'il y a eu il y a plusieurs sociétés qui ont travaillé là-dessus, hein. Bon, effectivement, on a vu que ça soulevait des questions que le politique a voulu régler sur des questions éthiques en particulier. Donc peut-être que le vote aura lieu, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça paraissait un peu sensible et que peut-être qu'il y a eu marche arrière sur la capacité à porter ce projet. Une question qui est sur le chat qui revient en fait sur la notion de chômage partiel et donc arrêt d'activité. Donc, je vous le lis tel que ça a été formulé. Si le salarié était en chômage partiel à cause d'un arrêt de l'activité, mais lors de la reprise nous fournit un certificat du médecin indiquant que le salarié doit être isolé, devons-nous procéder à une indemnisation de type arrêt maladie ou continue-t-il à être mis en chômage partiel? Alors, s'il produit en fait un arrêt de travail de son médecin, s'il produit un certificat d'isolement, il faut continuer à le garder en activité partielle. S'il fournit en revanche un arrêt de travail classique, à ce moment-là, voilà, il bascule en arrêt de travail. Ok, merci. D'autres questions? Sur le chat, je n'ai pas de questions. Personne ne souhaite prendre la parole. Écoutez, ah si, il y a une nouvelle question qui est arrivée. Bonjour. Question sur le chômage partiel pour garde d'enfants. Si à la reprise, nous demandons aux salariés de reprendre son poste, mais que celui-ci n'a pas de solution de garde, en particulier, le cas est cité pour les écoles qui sont fermées. Le nombre de maires ont dit qu'ils fermeraient les écoles. Comment devons-nous nous positionner? Sommes-nous obligés de le mettre en activité partielle dans ce cas-là? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est bien ce qui est prévu. Okay. Merci pour la réponse. Bien, d'autres questions? J'attends sur le chat encore quelques secondes. Personne ne souhaite prendre la parole. Écoutez,
S'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet, M. Serio, M. Galis et Mme Soupaya Virama, je tiens à vous remercier très chaleureusement au nom du MEDEF d'avoir consacré donc votre temps à répondre à des questions donc de nos adhérents, enfin de tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, d'ailleurs adhérents ou non adhérents, puisqu'on avait décidé au MEDEF de l'ouvrir à tout le monde. Ce webinaire, donc je le disais, est enregistré et sera donc diffusé sur notre chaîne YouTube du MEDEF, afin qu'un plus grand nombre puisse prendre connaissance effectivement de ce qui a été dit, présenté et des questions qui ont pu être posées. Merci beaucoup, merci encore. Merci beaucoup, M. Pochard. On reste à votre disposition quand vous en ressentirez le besoin à un autre moment, et on vous souhaite une bonne suite de webinaire. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Philippe Maillard, je vais te passer la parole. Il est 15h12. J'ai une autre conférence qui va m'attendre dans un petit quart d'heure à peu près. Donc, je vous quitterai à ce moment-là. Je vais demander du coup à Philippe qui va faire la présentation si tu veux bien animer en même temps et regarder ce qui se passe en même temps sur le chat pour les différentes questions. Parce qu'à un moment donné, je vais être obligé de vous quitter, moi, de mon côté. Ça marche, Didier. Merci beaucoup. Donc, je prends le relais. Donc, le sujet qui nous concerne maintenant, c'est la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Donc, moi, je m'exprime en tant que président de la commission sociale, mais également gérant du cabinet Orgom que je dirige. Donc, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, je me suis fondé sur l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale. Les deux ordonnances qui sont arrivées au mois d'avril, donc celle du 1er avril, du 22 avril, l'article L136-1-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale et les questions-réponses de l'instruction ministérielle du 16 avril 2020. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller aux éléments les plus importants. N'hésitez pas à intervenir, sachant qu'à chaque slide, je regarderai s'il y a des questions-réponses, si vous avez des questions. Donc rapidement, excuse-moi Philippe, du coup tu projettes ton écran ou... J'ai essayé, je ne sais pas comment faire pour être honnête. J'en suis aujourd'hui à mon 3e logiciel parce que j'ai eu 3 calls différents et je ne sais pas comment faire avec. Parce qu'il faut que tu cliques à côté de ton micro, il y a écrit partager votre écran, un carré. À côté de partager votre webcam, partager votre écran comme ça tu peux partager. Moi je l'ai pas. Si tu souhaites. Je l'ai pas. J'ai webcam, j'ai Zoom et j'ai capture d'écran. Je ne l'ai pas, Audrey. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, Philippe. Ok, bon, alors je poursuis et on va faire assez simple. Donc, l'idée de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, comme le nom l'indique, c'est d'ajouter de la rémunération aux salariés, une rémunération socialement et fiscalement défiscalisée sous certaines conditions. Point de vigilance que je vous dis tout de suite, cette prime ne peut pas avoir pour vocation de se substituer à une rémunération ou à une prime qui serait due aux salariés de l'entreprise. Donc ça, c'est un point important. Parce que la tentation est grande de dire finalement, ça coûte moins cher, donc je fais une substitution. Donc soyez très vigilants dans vos motivations pour cette prime. Donc première partie, quels sont les employeurs qui sont concernés? L'ensemble des employeurs de droit privé, y compris les travailleurs indépendants, donc ça veut dire artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales, mais également les mutuelles, les associations, les fondations, les syndicats. Les EPIC sont également concernés, les EPA, donc les établissements publics administratifs, sont également concernés s'ils emploient du personnel de droit privé, et les associations et fondations sont également concernés. Sont également concernés en termes de cas particuliers les établissements et services d'aide par le travail, notamment les travailleurs handicapés ou établissements services d'aide pour le travail, donc les ESAT. Et notamment si la prime bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés. Donc voilà, ça c'est pour la partie qui est concernée au niveau de l'employeur. Donc vous voyez que l'application est plutôt très large
sur ce dispositif-là. Point suivant, donc après les employeurs, quels sont les salariés qui sont concernés? Donc le cas général, tous les salariés qui relèvent des établissements, entreprises dont je viens de parler sont concernés. Les CDI, les CDD à temps plein ou à temps partiel, les titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation sont concernés. Cas particulier des salariés intérimaires. Vous savez qu'en droit du travail, on a un principe d'égalité de traitement. Donc, les salariés intérimaires qui seraient mis à disposition d'une entreprise utilisatrice doivent pouvoir bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans les mêmes conditions. Dès lors, il revient à l'entreprise utilisatrice d'en informer l'entreprise de travail temporaire. Donc ça, c'est pour la partie salariés concernés. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois rien arriver sur le chat. Oui, Ingrid, pour répondre à ta question, tu peux, si tu veux, présenter depuis ton ordinateur. Pas de souci. Je poursuis en même temps. Qui décide du versement de la prime et de son montant? Alors, cette prime fait partie du pouvoir de direction de l'employeur. Donc, c'est à l'employeur de décider de verser ou non. Décider de verser, également fixer son montant. Point important, ça peut se faire de deux manières. Soit ça peut se faire par une décision unilatérale de l'employeur, soit ça peut se faire par un accord d'entreprise ou de groupe. Si vous êtes dans le cadre d'un accord d'entreprise ou de groupe, celle-ci doit donc se faire dans les conditions des modalités des accords d'entreprise et de groupe. Donc, je vous donne juste l'article parce que ce n'est pas le but aujourd'hui d'aller dans le détail, mais c'est l'article L312-5 du Code du travail qui prévoit les modalités. Qu'est-ce qui doit être prévu dans l'accord? C'est notamment la décision de verser, la fixation d'un montant et le cas échéant, l'exclusion de certains salariés dont la rémunération est supérieure à un niveau de plafond. Alors, je vais faire un arrêt sur ce point-là. J'ai eu des entreprises qui m'ont interrogé en disant « mais moi, je voudrais verser cette prime parce que Covid-19, plutôt à mon comité de direction, etc. » Attention, la précision ministérielle précise qu'on peut exclure de la prime des salariés dont la rémunération est supérieure à un certain niveau. La prime n'a pas vocation à exclure des salariés dont la prime est inférieure à un certain niveau. Donc, autant on peut exclure des salariés dont la rémunération est supérieure. En revanche, on ne peut pas exclure les salariés dont la rémunération est inférieure, ce qui reviendrait à privilégier une certaine catégorie de salariés, et notamment les salariés les mieux payés. En ce qui concerne les modalités de modulation de la prime, il y avait déjà dans les primes Macron qui existaient, dans les primes exceptionnelles qui existaient, une possibilité de moduler, soit sur la rémunération, soit sur le niveau de classification, soit sur la quantité de temps de travail inscrite au contrat de travail et la durée de présence. Donc ça existait déjà, sachant que ces critères sont cumulables. Le décret du 2 avril 2020 a rajouté une condition qui permet également de moduler selon les conditions de travail liées à l'épidémie. Autrement dit, est-ce que j'étais plus en contact avec du public, ce qui pourrait être aussi une condition pour moduler. Encore une fois, cette modulation peut être complètement uniforme, peut être sur un critère, peut être sur plusieurs critères. Le conseil là-dessus, c'est que ça soit quelque chose d'objectif et qui n'ait pas pour vocation de créer une discrimination qui serait prohibée par la loi. Donc ça, c'est un point vraiment d'attention quand vous allez, ou si vous allez octroyer cette prime. De même, on parlait du quantité de temps de travail et de durée de présence. Il ne peut être tenu compte des absences au titre d'un certain nombre de dispositifs, notamment les congés maternité, paternité, l'accueil, l'adoption d'un enfant, le congé parental d'éducation et le congé de présence parentale. Donc, vous ne pouvez pas réduire ces dispositifs, en fait, sont assimilés à du temps de travail effectif. Donc, vous ne pouvez pas déduire avec ces dispositifs-là. Je regarde s'il y a des questions.
Il n'y a pas de questions, donc j'imagine que je suis clair. Je poursuis. Question sur l'information du CSE. Donc tout à l'heure, on a parlé soit d'engagement unilatéral de l'employeur, soit d'accord. Donc bien sûr, s'il y a un accord, c'est régi par les dispositions des accords d'entreprise, donc prééminence des organisations syndicales. Ensuite, s'il n'y a pas d'organisation syndicale, prééminence du CSE, ou ça peut être également un référendum. Attention, dans les entreprises qui ont un CSE, le comité social et économique doit être informé avant le versement. Alors, on a toute la problématique aujourd'hui des mesures dérogatoires qui ont été mises en place au mois d'avril et qui peut permettre de réactiver, comment dire, d'une façon rétroactive, de lancer la prime et d'une façon rétroactive de remettre la décision. Moi, le conseil que je vous donne, c'est plutôt quand même d'en informer au préalable le CSE. Et pour les entreprises qui ont moins de 11 salariés, il doit y avoir une information par tout moyen. Donc, soit c'est des mails que vous envoyez à vos salariés, soit c'est un affichage, mais il faut également une information. Point sur la limite des 1 000 € ou 2 000 €. Vous savez qu'avant les dispositifs du 1er avril et 22 avril, l'État avait avait conditionné la prime de 1 000 € ou 2 000 € à un accord d'intéressement. Cette condition a été levée en partie, c'est-à-dire que vous pouvez octroyer aujourd'hui la prime jusqu'à 1 000 € sans avoir d'accord d'intéressement. Par contre, il faudra un accord d'intéressement en vigueur pour aller jusqu'à 2 000 €. Excusez-moi, il y a tout qui est connecté. Sur la question des plafonds, encore une fois, il n'y a pas de plafond sur ces 1 000 € ou 2 000 €. Vous pouvez verser plus. Par contre, si vous versez plus, se posera la question, effectivement, du côté exonéré ou pas exonéré. Et donc, la fraction du montant qui dépasse les limites légales seront soumis au montant de cotisation habituelle. Il y avait des questions, beaucoup de questions sur est-ce que je verse en une fois ou en plusieurs fois. Vous pouvez verser en plusieurs fois, vous pouvez verser des acomptes. La seule limite, c'est que ces primes soient versées avant le 31 août 2020. Donc, c'est vraiment la limite explicite, versement de la prime avant le 31 août 2020. Ou sinon, après, vous pouvez faire en plusieurs fois. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? J'en vois pas. Donc, je poursuis. Pour faire une synthèse rapide, donc, le montant de la prime n'est pas limité, mais par contre, si vous l'octroyez au-dessus des montants, elles seront soumises aux charges. L'exonération de la prime est donc soumise à conditions. Donc, on l'a vu, les critères, les informations, les montants. Cette prime peut être versée à tous les salariés à l'entreprise par un contrat de travail. L'exonération est soumise aux conditions suivantes. Donc, la rémunération mensuelle du salarié doit être inférieure au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime à 3 fois le montant du salaire minimal de croissance, donc le SMIC. Donc, je vous ai mis la valeur pour 2020 qui est de 4 618,25 €. Donc, ça, c'est la limite. Elle ne peut remplacer, ça c'est très important, une augmentation prévue par un accord salarial ou des primes en vigueur dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bah, tiens, d'habitude, tu as une prime variable de temps, je te la supprime et je mets en place pour compenser la prime Macron. Si la prime n'est versée qu'à une partie des salariés de l'entreprise, en seront exclus automatiquement ceux dont la rémunération est supérieure à un plafond fixé par l'employeur ou un accord d'entreprise. Donc, le délai maximum, c'est le 31 août 2020. L'employeur doit informer le comité social et économique. Donc, on l'a vu, la prime est exonérée de l'impôt sur le revenu, mais également des cotisations salariales et des contributions sociales dans la limite de 1 000 € et qui passe à 2 000 € si l'entreprise a mis en place un accord d'intéressement. Donc, ce qui est intéressant dans la prime, c'est effectivement l'exonération aussi pour vos salariés de l'impôt sur le revenu.
Voilà, je suis allé assez vite. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous trouverez après les différentes références. Les questions-réponses d'instruction ministérielle du 16 avril sont aussi très intéressantes si jamais vous avez des questions. Je ne sais pas si, du coup, il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que c'était assez clair, Philippe, merci. Bon, d'accord, très bien, très bien, très très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, puisque je suis redevenu animateur, je propose de passer à l'intervention suivante, qui était donc sur le document unique, si je me trompe pas. Donc voilà, je laisse la parole à Pauline, je crois, c'est ça? Oui, voilà. Et je souhaitais aussi préciser que ton support de présentation sera envoyé du coup à tous les participants après la fin de la session. Merci Très bien, Philippe. merci Audrey. Merci. Pauline, vous avez la parole. Oui, je vous remercie. Bonjour à tous. Donc voilà, Pauline Klein, je suis consultante RH et responsable du conseil social au sein du cabinet CIOI. On m'a proposé aujourd'hui d'intervenir donc effectivement sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels dans le contexte d'épidémie de Covid-19. Finalement, cette mise à jour du document unique n'étant que la formalisation nécessaire et même indispensable de l'organisation sur le plan sanitaire et social de la reprise d'activité ou le cas échéant de la poursuite d'activité. Donc en la matière, il y a un fil directeur à mon sens à suivre qui est le triptyque, et je vais le décliner un petit peu dans un instant, qui est le triptyque prendre des mesures préventives, les faire connaître et les faire respecter. Voilà. Donc, effectivement, à titre liminaire, juste quelques rappels sur la responsabilité pénale de l'employeur en matière de santé-sécurité. Je vous rappelle que en fait, le délit pénal peut être caractérisé en cas donc, de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, et ça peut également passer par une faute d'imprudence ou de négligence. Donc, l'employeur, par ses actions, mais également par ses omissions, peut voir sa responsabilité pénale engagée sur ce terrain, étant entendu que c'est toujours soumis, en cas de contentieux, à l'appréciation des juges du fond. À ce niveau, il y a une communication récente du ministère du Travail sur son site qui synthétise, je trouve, assez bien les choses. Donc, je vais me permettre de le lire. C'est ce qui est repris sur la présentation, sur le support. Dans le contexte d'une épidémie telle que le coronavirus, l'employeur qui ne peut mettre en télétravail ses salariés, mais qui met à leur disposition des moyens de protection tels que savon, gel hydroalcoolique et tout autre moyen recommandé par les pouvoirs publics, les informe régulièrement et de façon actualisée sur la prévention des risques de contamination, rappel des gestes barrières et de distanciation, en adaptant leur formation à la situation de l'entreprise et à la nature des postes occupés, renvoi aux fiches métiers disponibles sur le site du ministère du Travail. Donc cet employeur, sous toutes ces conditions, ne devrait pas, sous réserve toujours de l'appréciation souveraine des juges, encourir de sanctions pénales. Voilà. Donc ça reprend effectivement bien tout ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire en priorité télétravail à privilégier autant que possible, et si ce n'est pas le cas, organiser la poursuite d'activité ou la reprise d'activité en mettant le maximum de moyens à disposition des salariés visant à ce qu'ils assurent la fameuse distanciation physique, et lorsque ça n'est pas possible, des moyens de prévention. On va en reparler dans un petit instant des différents moyens qui sont à prévoir. D'ailleurs, la loi d'urgence sanitaire récemment adoptée a complété le code de santé publique en précisant expressément qu'il est tenu compte des compétences, du pouvoir, des moyens dont dispose en l'occurrence l'employeur dans la situation de crise, au regard notamment de la nature de ses missions, de ses fonctions. Donc, ça montre bien que ce sera toujours une appréciation au cas par cas qui sera faite des mesures qu'aura pris l'employeur pour voir s'il satisfait ou pas à son obligation de santé sécurité à ce niveau.
Donc, on peut passer à la diapo suivante, merci. Donc, effectivement, en matière de santé-sécurité, l'employeur, à ce jour, a une obligation dite de moyens renforcés. Il y a eu un petit infléchissement de la jurisprudence à ce niveau depuis 2015, où avant on était sur une obligation de résultat. Maintenant, on est sur une obligation dite de moyens renforcés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve qu'il a mis en œuvre les mesures de prévention qui s'imposent pour assurer la santé et sécurité des salariés. Donc voilà, d'où l'importance pour l'employeur, s'il veut pouvoir s'exonérer en cas de mise en cause de sa responsabilité, de pouvoir faire la preuve, et le document unique, on va y venir, est un moyen de faire cette preuve, qu'il a mis en œuvre tous les moyens de prévention qui s'imposaient compte tenu de la nature de son activité, encore une fois, des types de postes occupés, etc. En ayant quand même toujours à l'esprit qu'il y a la responsabilité de l'employeur, mais qu'en réalité, le salarié, chaque salarié à titre individuel, est aussi acteur de sa propre protection, puisqu'il doit prendre soin en fonction de sa formation, des moyens mis à sa disposition, bien sûr, mais il doit prendre soin de sa propre santé et de sa sécurité, ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Donc, il lui incombe d'assurer sa propre protection, et ça passe par le respect des gestes barrières pour lui-même, mais pour sa propre protection, et aussi vis-à-vis de ses collègues et des autres tiers qu'il peut être amené à côtoyer sur son temps de travail, donc la clientèle, des fournisseurs, des prestataires. Donc, il faudra à un moment ou à un autre dans la reprise également impliquer évidemment le salarié, lui indiquer que le respect de ces règles s'impose et qu'il en est acteur qui est quand même à ce niveau, malgré tout, in fine, un partage des responsabilités, même si évidemment c'est sur l'employeur en priorité que pèse cette obligation d'assurer la santé et sécurité des salariés. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, je vous disais le triptyque, prendre des mesures, les faire connaître et les faire respecter. La première des choses, c'est de prendre des mesures immédiates et adaptées. Alors, je dis immédiates dans le sens où même si elles ne sont pas formalisées immédiatement, la chose prioritaire à faire, c'est de prendre des mesures, de prendre des mesures de préventif sur le plan sanitaire, quitte à les formaliser dans un second temps, aussi rapidement que possible, bien sûr, mais la première chose à faire, c'est de prendre des mesures. Et là-dessus, pour savoir quelles mesures sont à prendre dans l'optique de l'organisation d'une reprise ou d'une poursuite d'activité, en tout cas depuis le 11 mai, où normalement plus de salariés sont a priori revenus sur site, il vous faut prendre appui sur plusieurs choses. Le protocole national de déconfinement, qui est disponible. En fait, il y a un lien sur lequel vous pourrez cliquer qui renvoie au protocole qui est sur le site du ministère du Travail, mais également les fiches conseils métiers, éditées là aussi par le ministère du Travail. Il y en a une 50aine à ce jour, également des guides sectoriels sur lesquels vous pouvez prendre appui. Alors, ils ne sont pas opposables juridiquement, c'est-à-dire qu'au final, c'est toujours quand même soumis à cette appréciation des juges de savoir si vous avez pris toutes les mesures. On ne peut pas uniquement se fonder sur ce qui est indiqué dans ces fiches pour se dégager entièrement de sa responsabilité, mais évidemment qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire qu'en ayant coller autant que possible aux recommandations prévues sur ces fiches conseils, sur le protocole national de déconfinement, a priori, on ne devrait pas pouvoir engager votre responsabilité pénale en cas de mise en cause par un salarié notamment. Le guide intermettra également le mémo Covid qui est sorti récemment, qui a été relayé, j'ai vu sur le site internet, dans une news du MEDEF, qui est également un document synthétique et qui à mon sens, précise bien les choses sur le process à mettre en œuvre par l'employeur dans l'organisation de cette reprise, en tout cas sur le plan sanitaire et social, qui met également l'accent sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels et qui donne un cadre à ce document unique, en tout cas qui donne un exemple de formalisation. En ayant pris appui sur ces différentes documentations, ce qui est fortement recommandé, c'est d'élaborer en interne donc un protocole de sécurité
finalement faisant la liste et récapitulant l'ensemble des mesures à prendre vis-à-vis de voilà comment dire vis-à-vis de vos salariés, ou également dans les liens avec l'extérieur, hein, quand il y a du contact avec la clientèle, etc. Pour mettre en place ce protocole de sécurité, là, tout va dépendre de votre secteur d'activité, de votre taille d'entreprise, votre structuration. Si vous avez un référent sécurité, il est évident qu'il s'agit d'y associer. Si vous avez un comité social et économique avec une commission santé-sécurité ou pas d'ailleurs, là aussi, il est important de les associer autant que possible à la démarche. La médecine du travail hein, a également un rôle à jouer si vous les sollicitez pour valider certains points ou prendre appui sur des recommandations qu'ils pourraient faire compte tenu de vos secteurs d'activité. Et ce protocole de sécurité interne, ou en tout cas cette note reprenant vos différentes modalités de mesures préventives, doit être concerné encore une fois tant les salariés dans leur rapport entre eux que vis-à-vis des intervenants extérieurs. S'agissant des mesures à proprement parler, alors je le disais il y a un instant, c'est toujours privilégier autant que possible hein, le télétravail. Là-dessus, que vous ayez une charte ou un accord l'ayant mis en place ou pas. Hein. Une des ordonnances Macron de 2017 avait encadré un peu plus que ça ne l'était jusque-là juridiquement le recours au télétravail, mais finalement, il n'y avait pas d'obligation évidemment pour les entreprises d'élaborer des chartes ou des accords sur le télétravail. Donc, à ce jour, beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas très coutumières de la pratique ne disposent pas de chartes ou d'accords. Ça n'est pas un obstacle évidemment en soi. Alors, quand les choses auront un petit peu décanté, là, ce serait bien effectivement de se mettre sur le sujet si vous entendez pérenniser le télétravail au sein de votre entreprise. Mais dans tous les cas, si vous n'avez pas de charte ou d'accord, ce qu'il faut retenir à mon sens, c'est d'avoir une note qui précise ces modalités de recours au télétravail, les raisons du télétravail, et cette note doit parvenir à chaque salarié concerné par tout moyen, donc par mail s'il faut, si la personne de fait n'est pas encore revenue, par affichage, voilà. Lorsque le télétravail n'est pas possible ou pas suffisamment, alors évidemment, il y a tout un tas de mesures qui sont donc détaillées sur ces fameuses fiches conseils sur le site du ministère du Travail. Est-ce qu'on pourrait juste regarder un petit peu en annexe les diapositives 9 à 13, je crois. Voilà. Vous aurez accès à ces infographies qui sont synthétiques, mais qui reprennent en fonction des différents lieux d'activité les principales mesures à prendre. Hein. Donc, c'est tout ce qui encourage au maximum le rappel de la distanciation physique. Ça passe par l'espacement des bureaux, puisque je rappelle que chaque salarié doit avoir en fait 4 mètres carrés autour de lui. En fait, ça représente 1 mètre dans tous les sens autour de lui. Voilà, l'espacement des bureaux. Quand la distanciation physique n'est pas possible, c'est là que se pose la question du port du masque et donc de la mise à disposition de masques par l'employeur. Les recommandations du ministère du Travail vont en ce sens, du gouvernement vont en ce sens. Le masque, ça n'est qu'un moyen de protection que lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Donc, évidemment, ça va dépendre du type d'activité. Quand on est sur des activités avec de l'accueil du public, évidemment que dans ce genre de cas, le port du masque est plus que recommandé. Et à ce moment-là, c'est à l'employeur d'organiser cette mise à disposition de masques, en se rappelant qu'il doit être changé tous les 4 heures, et également d'informer le salarié sur comment mettre un masque, comment le retirer, à quel moment il doit en changer. Et tout ce process-là doit être pensé en amont de la reprise, le cas échéant, et en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, le plus rapidement possible. Mais au-delà de ces mesures, on va dire personnelles, qui touchent chaque salarié, c'est également la ventilation des locaux, assurer une ventilation maximale des locaux, la désinfection également des locaux, alors qui doit être plus ou moins poussée sur une désinfection totale si les locaux ont été fermés pendant longtemps et là doivent réouvrir. Voilà, il faut penser désinfection des locaux
et au-delà d'une grosse désinfection, on va dire, un nettoyage également quotidien, voire plus que quotidien, à plusieurs fois par jour pour toutes les surfaces qu'on peut être amené à toucher manuellement, les portes qui sont invitées à être bloquées, retirer les fontaines à eau. Enfin, voilà, ce sont tous ces petits points qui doivent être pensés au maximum et encore une fois adaptés à chacune de vos situations et de vos activités. Bien sûr. Donc, une fois qu'on a pris ces mesures, en tout cas qu'on a pensé les mesures qu'on devait prendre, qu'on s'est doté des moyens, qu'on les a installés dans les entreprises, il s'agit donc de les faire connaître. Donc, ça passe, et là, à la formalisation, on y vient, de ces mesures dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, pour rappel, ce document unique, c'est un document qui est obligatoire dans toutes les entreprises dès lors qu'elles embauchent au moins un salarié. Ce document doit faire en fait un état des lieux des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. On doit en fait identifier unité de travail par unité de travail, donc finalement service par service, les risques auxquels donc, sont exposés les salariés, chaque risque devant être coté en fait en fonction de sa gravité, de sa fréquence d'exposition, avec les mesures préventives pour y faire face qui ont soit déjà été prises ou qui restent à prendre dans un délai qui doit être précisé sur le document unique. Étant entendu que ce document doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle à minima et également à l'occasion de tout événement important voilà, qui a un impact sur les conditions de travail des salariés. Et voilà, c'est pour ça que typiquement, dans notre situation actuelle de crise, d'épidémie de Covid-19, il faut prévoir une mise à jour du document unique voilà, sous l'angle de ces conditions propres à la reprise pour la prévention de la contamination au Covid-19. Ça peut faire l'objet d'une annexe hein, sur la formalisation, comme a priori, enfin, en tout cas on l'espère tous, ça a vocation à être quand même temporaire. Ça peut être une annexe finalement hein, au document unique en termes de présentation ou être intégré dans le corps même voilà, du document unique. Ça là-dessus, la forme est assez libre. Si tant est, encore une fois, que ce qui doit être fait pour chaque document unique, c'est service par service, unité de travail par unité de travail, faire la liste voilà, des risques auxquels sont exposés les salariés. Donc, on fera la distinction dans le document unique des services, des unités de travail où les salariés sont en contact avec du public, et ceux qui n'en sont pas, puisque normalement les mesures prises en face ne seront pas les mêmes, voilà. Et les mesures qui ont été déjà prises, celles qui éventuellement restent à prendre, parce que par exemple, je sais pas, vous n'avez pas encore reçu vos plaques de plexi qui ont été commandées, eh bien vous indiquez dans le document unique que c'est prévu et à quelle date, voilà, ce sera censé être mis en place, voilà. De toute façon, le document unique est un document qui a vocation à être mis à jour régulièrement, annuellement à minima, mais également voilà, suivant une périodicité adaptée, on va dire. Donc, on peut tout à fait envisager que le document unique que vous allez élaborer, là, enfin, en tout cas, mettre à jour sur le plan du Covid-19, devra de nouveau être actualisé dans quelques semaines, quand vous aurez reçu et mis en place les mesures qui ont été prévues. Voilà. S'agissant de ce document unique, il y a quand même, je ne vais pas m'apesantir trop sur les sanctions, mais il faut quand même voilà, avoir conscience que ce n'est pas en option, hein. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions pénales qui sont prévues en cas de défaut de document unique ou d'absence de mise à jour. Alors, on est sur une amende de 1 500 € qui passe à 3 000 € en cas de récidive. Habituellement, sur le sujet, l'inspection du travail en cas de contrôle est quand même relativement souple et compréhensive, c'est-à-dire que la première fois, elle observe, elle demande à l'employeur de se mettre elle met l'employeur en demeure de se conformer à son obligation, et si c'est fait, voilà, il n'y a pas d'amende immédiate. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, il est quand même, plus que recommandé de ne pas tarder à faire cette mise à jour du document unique. Étant entendu qu'au-delà du simple contrôle qui pourrait donner lieu à amende,
le plus gros risque, enfin, à ne pas formaliser les choses dans ce document unique, c'est qu'en cas d'accident, enfin en cas d'accident, en tout cas en cas de dommage, c'est-à-dire là typiquement en cas de contamination et d'engagement de la responsabilité de l'employeur, eh bien la faute inexcusable de l'employeur serait établie, d'autant plus en l'absence d'évaluation des risques formalisés dans le document unique, et ça pourrait entraîner donc pour l'entreprise le versement d'une rente majorée aux salariés concernés, voire des dommages et intérêts en cas d'engagement d'une action auprès du tribunal judiciaire, outre des sanctions pénales en cas d'incapacité de travail, voilà, avec des peines plus ou moins importantes en fonction du niveau d'incapacité voilà, reconnu. Donc voilà, ne pas sous-estimer l'importance de cette mise à jour de document unique, mais encore une fois, ça n'est censé être que la formalisation finalement de ce que vous avez prévu en termes de mesures de protection dans l'organisation, encore une fois, sanitaire, et sur le plan sanitaire et social de votre reprise ou poursuite d'activité. Donc, ce document unique d'évaluation des risques, il va également falloir consulter, lorsque vous en avez un, votre comité social et économique, ça fait partie de son champ d'application, enfin de son champ de compétences, pardon. Donc, il faudra bien consulter les membres du CSE là-dessus, sur le document unique. Au-delà du document unique d'évaluation des risques professionnels, il y a également un impact au niveau du règlement intérieur, car ça fait partie, même si ça a vocation encore une fois à être temporaire, mais votre protocole de sécurité interne, ou en tout cas les modalités que vous aurez prévues, ont vocation à faire l'objet, à être intégrées à votre règlement intérieur. Là aussi, ça peut être une annexe au règlement intérieur, mais qui doit être déposée voilà, à l'inspection du travail, donner lieu à consultation du CSE également quand vous en avez un. Je rappelle qu'à ce jour, là, maintenant, depuis cette année, je crois, le règlement intérieur n'est désormais obligatoire que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Voilà. Mais en tout cas, pensez à mettre à jour votre règlement intérieur. Ce n'est pas la plus grosse des urgences, mais ça fait quand même partie des choses à faire. Voilà. Ce protocole de sécurité, ensuite, de façon pragmatique, il va bien falloir communiquer dessus. Donc, ça passe par un affichage sur les lieux de travail, éventuellement un envoi par mail aux salariés concernés pour ceux qui sont restés en situation de télétravail. Et ça doit faire donc l'objet d'une information du personnel par le biais de réunions de service, le cas échéant. Et voilà. Tout doit être fait pour que, parce que c'est bien ça finalement l'essentiel, les salariés soient au courant du protocole sanitaire prévu dans l'entreprise et s'y conformer. Parce que autant le port du masque, donc on va dire, est obligatoire, on le sait, que dans les transports en commun, voilà, pour tout un chacun. Mais dans l'entreprise, l'employeur a son pouvoir de direction là-dessus. Et s'il décide que le port du masque est obligatoire, il faut bien que les salariés aient conscience que c'est une directive comme une autre qu'ils doivent suivre. De la même manière que quand un employeur impose le port de chaussures de sécurité, un manquement peut entraîner une sanction disciplinaire. Bah, là-dessus, on n'est pas, c'est le même raisonnement qu'il faut avoir et encore plus, j'ai envie de dire, vu les enjeux, sur le respect des gestes barrières, des mesures, voilà, l'utilisation des moyens mis à disposition par l'employeur. Donc, on va passer au dernier élément du triptyque, c'est-à-dire après avoir pris les mesures, les avoir fait connaître et donc bien les faire respecter. Donc, je le disais, après information donc des salariés, savoir que voilà, tout manquement est censé être sanctionné parce que l'enjeu est finalement trop important. Et là-dessus, ne pas hésiter à associer l'encadrement, les managers de proximité à la mise en œuvre de ces mesures. Les managers devront être vigilants à la bonne application de ces mesures. Voilà, et ce devoir d'alerte pourrait éventuellement engager leur propre responsabilité. Donc, choses soient bien claires sur ce plan-là. Et ne pas hésiter à bien sûr
pour que ce soit le plus pertinent possible, à réinterroger les règles qui auront été prévues après quelques jours ou après quelques semaines de reprise, le cas échéant, pour réadapter si c'est rendu nécessaire en fonction des retours, des remontées d'informations que vous avez pu avoir, et des choses qui ont été plus ou moins pertinentes ou au contraire insuffisantes. Voilà, il faut pas hésiter à réinterroger parce qu'on est dans un contexte inédit évidemment, et là aussi, si de nouvelles mesures doivent être prises ou certaines assouplies ou réadaptées, ne jamais oublier de mettre à jour au fur et à mesure son document unique d'évaluation des risques sur ce sujet. Voilà. Donc, en résumé, pour conclure sur ce sujet, le triptyque, c'est prendre des mesures, les faire connaître, les faire respecter, en usant au maximum de bon sens et de pragmatisme, chacun en fonction de son secteur d'activité, de ses possibilités matérielles bien sûr, mais ce sont ces principes-là qui doivent guider les employeurs dans leur organisation de leur poursuite ou reprise d'activité, pour ne pas notamment se retrouver en défaut sur le terrain de cette obligation de santé et sécurité vis-à-vis des travailleurs. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet, je vous écoute si c'est le cas, ou je vous lis également, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions supplémentaires sur le chat. Il n'y a pas, Pauline. Merci beaucoup. J'ajouterai des informations importantes à ce que vous avez dit. Première chose, il y a des contrôles de l'inspecteur du travail qui ont commencé, y compris dans les secteurs d'activité qui ont continué à fonctionner, je pense à la grande distribution, qui vont sur les lieux de travail, qui regardent l'application des mesures, notamment par rapport au plan de déconfinement que vous signaliez, le respect des distances de sécurité, y compris quand on a par exemple 2 hôtesses de caisse qui sont dos à dos, le respect des flux, qui sont quelque chose d'important aussi dans certains secteurs d'activité. J'ajouterais que le directeur départemental du travail a largement dit que les fiches dont vous avez parlé, les guides, étaient opposables à l'employeur. Donc opposables, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils vont arriver chez vous et qu'ils vont vérifier par rapport au secteur, par rapport au métier, que vous avez mis en place en partie ou en totalité ces mesures, et qu'ils n'hésiteront pas à du coup vous verbaliser ou vous envoyer un compte-rendu rectificatif pour que vous puissiez mettre en place les mesures. Je rajouterai aussi un point complémentaire, n'oubliez pas la communication avec vos salariés. Prévoyez une réunion d'information, formation, vous le faites comme vous voulez, mais de reprise, avec un petit document qui est remis et avec un émargement par salarié. C'est aussi toutes ces mesures qui permettent de vous protéger dans votre responsabilité pénale et d'informer les salariés. Et enfin, dernier point, soyez extrêmement, dur, ou en tout cas régalien dans l'application de ces mesures. Si effectivement un salarié ne suit pas les directives, n'hésitez pas à faire un recadrage, voire à aller plus loin si besoin. Voilà. Merci Pauline. Vous avez une question de Cécile sur le document unique qui doit se faire par unité de travail. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça demande confirmation. Alors, quelle est la question? Le document unique doit-il se faire par unité de travail? Confirmez-vous qu'il n'est pas utile de faire le document unique par salarié? Tout à fait, c'est bien par unité de travail, c'est bien ça. Voilà. Alors évidemment, quand on est dans une toute petite entreprise où il n'y a que 3 postes qui sont chacun différents les uns des autres, ça a du sens de le faire poste par poste. Mais sinon, voilà, la philosophie, on va dire, sur le document unique, c'est bien une évaluation des risques unité de travail par unité de travail. Donc, on va dire service par service pour simplifier. Oui, et pour aller plus loin dans la réponse, si effectivement l'entreprise est une petite entreprise, il se peut que du coup, on en revienne à votre question, c'est-à-dire que ça soit un document unique par salarié, parce que finalement, chaque salarié est sur une unité de travail. C'est ça, poste par poste au final, c'est ça. Si chacun a sa propre unité de travail, c'est d'ailleurs ça. Parfait. Bien, écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Il est 16h, 15h54. Donc, je pense qu'on a répondu à notre timing.
Comme le disait Audrey, vous aurez donc toutes les présentations et la possibilité de réécouter ce webinaire. Écoutez, merci à tous au nom du MEDEF et de cette commission sociale pour les participants. Merci à tous les intervenants. Et puis, n'hésitez pas à solliciter les uns et les autres. Vous avez eu en face de vous des experts à faire marcher le réseau pour que les meilleures mesures soient mises en place et que vous puissiez redémarrer votre activité dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, bon courage à tous et bon week-end. Merci.